Et maintenant, j'invite Igor Le Piver-Jolivet pour qu'il vienne nous parler de la physique des catastrophes naturelles et en particulier des glissements de terrain et des tsunamis. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, moi, je suis un peu le mouton noir de la journée. Je fais pas du tout d'astronomie. Je fais pas d'expériences compliquées non plus avec des hadrons et compagnie. Moi, je fais des châteaux de sable en pratique. Voilà, c'est ça ma thèse. Et je vais, dans les 20-30 minutes qui me sont données, vous en parler. Donc, je vais vous parler surtout de tsunami et de glissement de terrain. C'est ça un peu que j'essaie d'étudier. Et une thèse, c'est avant tout un thésard. Et donc, je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Igor Le Piver-Jolivet, j'ai 25 ans. Et pour vous donner, donc dans la salle il y a des étudiants, les plus jeunes ils sont partis je pense pour le goûter, donc de toute façon ça ne les concerne pas trop encore. Voilà, pour vous donner un parcours classique, mais voilà, c'est un exemple de parcours possible pour faire une thèse. Moi j'ai fait le magistère de physique d'Orsay ici. C'est là que j'ai rencontré Alcor puisque j'étais graphiste de l'association en 2022. Après j'ai préparé un concours de l'enseignement. Et derrière, j'ai fait un Master 2, et donc c'est là où, en fait, en gros, on choisit sa thèse, entre guillemets. J'ai fait un Master 2 de dynamique des fluides, et donc c'est pour ça que derrière, j'ai commencé une thèse il y a l'année dernière, et donc là, je suis en début de deuxième année, et jusqu'en 2027, ça m'occupera mes journées. Et donc moi, je n'ai pas dit, je travaille au laboratoire FAST, c'est sur le plateau. Donc nous, on est le petit cercle jaune, là, le 452. Si vous montez l'escalier, vous arrivez en haut sur le plateau, il y a un gros bâtiment noir qui fait peur. C'est là que je travaille. Et c'est là qu'il y a des tsunamis qui se font tous les jours. Alors pour vous parler de tsunamis, vous connaissez principalement ceux qui sont créés par des tremblements de terre. Un exemple qui a choqué l'humanité, c'était en 2004. Il y a eu du coup un tremblement de terre qui s'est fait au milieu de l'océan Indien. Ça a généré, donc le tremblement de terre en tant que tel, il a fait 27 000 morts. Et ça a généré une vague de tsunami qui a ravagé toutes les côtes avoisinantes, faisant 10 fois plus de morts. 10 fois plus. Alors oui, vous verrez dans la présentation, il y a pas mal de stats morbides. Voilà, c'est pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur. Bon, ça, il s'est passé la même chose, entre autres, en 2011. Ça, c'est peut-être plus frais pour certains. Certains, en 2004, étaient peut-être pas nés dans cette salle. Par contre, 2011, sans doute. Et donc ça, c'était pareil, mars 2011, au large des côtes nippones, il y a eu un tremblement de terre qui a fait à nouveau donc 2000 morts. Et ça a généré un tsunami qui est arrivé sur la côte est japonaise, et donc ça l'a ravagé, et ça a ravagé entre autres la centrale de Fukushima. Et donc ça a traumatisé tout le pays à cause de ça, et notez à nouveau 10 fois plus de victimes du tsunami que du séisme. C'est des catastrophes naturelles qui sont des surcatastrophes. En fait, il faut d'abord une catastrophe pour la générer, et qui derrière ont des conséquences qui sont assez dramatiques. Du côté de l'Europe, on a eu aussi nos petits tsunamis qui nous ont traumatisés. C'était par exemple en 1755, bon, la personne n'était née dans cette salle a priori, ou alors vous êtes des vampires, mais donc c'était à Lisbonne, au large des côtes du Portugal, donc à nouveau, tremblement de terre, derrière un tsunami, et ça a ravagé du coup, entre autres, l'Europe. Voltaire a écrit beaucoup dessus. Voilà. Et pour l'anecdote, c'est un petit peu comme les ondes de tsunami, c'est un petit peu comme les ondes sismiques. Les ondes sismiques, vous savez qu'en fonction de la vitesse, on peut savoir ce qu'il y a sous nos pieds. Et bien en fait, avec la vitesse d'un tsunami, on peut savoir ce qu'il y a sous les pieds du tsunami, si tant est qu'un tsunami, ça a des pieds. Et en fait, donc la vitesse d'un tsunami, c'est la racine de g, donc l'accélération de pesanteur, fois h. H, c'est la profondeur d'eau qu'il y a sous les pieds du tsunami. Et si on prend du coup des relevés marimétriques de l'époque, en fait, on sait que le tsunami, il a mis 8 heures pour aller à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est à peu près à 6400 km de Lisbonne. Et donc ça donne, du coup, on peut faire un petit produit en croix et touiller l'équation. Et en fait, on trouve une hauteur, une profondeur moyenne de l'océan Atlantique de 5 km. Ça, je vous parle d'un temps, il n'y avait pas les lasers, il n'y avait pas les radars, il n'y avait rien du tout. Donc ça donne une première estimation. Aujourd'hui, on a un peu plus de moyens technologiques, et en fait, on voit que ça fait à peu près 3,3 km la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Donc ça donne voilà, une première estimation. Alors là, c'est ma caution astronomie, donc profitez-en, après il n'y en aura plus. Un autre moyen de générer des tsunamis, c'est quand vous avez un bolide, une météorite, n'importe quoi, qui va finir dans la flotte, donc souvent la mer ou un lac. C'est comme quand vous jetez un caillou dans une mare, ça va faire une vague, mais la puissance 10 millions. C'est ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années à Chicxulub, au Mexique. C'est ce qui a éteint, entre autres, les dinosaures.
Et donc là, localement, ça fait une vague d'1 kilomètre de haut. Et alors, elle a rétréci entre-temps, mais cette vague, elle a fait quand même 7 fois le tour de la planète. Donc voilà, c'était un événement qui était assez cataclysmique. Voilà. Une autre manière de générer des tsunamis, c'est avec la pression. Donc on parle de météo-tsunami, ça arrive assez régulièrement en Méditerranée, mais pas que. En fait, donc, quand vous avez une dépression, je vais devoir lâcher le micro. Une dépression, c'est un vide d'air, et donc si vous avez la mer en dessous et une dépression, vous allez happer de l'eau. Et cette dépression, si elle se déplace vers les côtes, imaginons que les côtes soient là, du coup vous allez ramener une vague sur les côtes. Et donc ça fait une vague qui n'est pas forcément très impressionnante, mais qui va faire des inondations. C'est ce qui s'est passé par exemple à Majorque en 2018. Mais voilà, c'est des phénomènes qui arrivent assez souvent. Dans le même registre des ondes de pression, alors là du coup c'est pas une dépression mais c'est une surpression, quand vous avez un volcan qui explose, c'est le cas par exemple de Unga Tonga Unga Apai. Alors pourquoi il a deux noms? C'est parce que avant 2021 c'était un volcan, après son éruption c'est devenu 2 volcans à cause de l'explosion. Donc voilà, il a explosé et en fait l'onde de pression ça fait des vagues de tsunami qui ont ravagé à nouveau toute l'Indonésie. Et du coup, un dernier moyen de générer des tsunamis, c'est celui que j'étudie. C'est le cas des glissements de terrain ou avalanches ou ce que vous voulez bien. Donc là, c'est un glacier qui s'effondre en Alaska. Donc vous avez toute la glace qui tombe dans l'eau, ça déplace des masses d'eau et du coup, vous allez générer une vague de tsunami. Il s'avère qu'il y a des Américains qui ont des hobbies et parmi ces hobbies, c'est d'aller surfer ces vagues. Donc voilà, ils attendent à côté de la banquise. Et dès qu'il y a une vague qui arrive, ils se font tracter pour aller surfer ces vagues. Il y a quelque chose d'assez profond de voir l'humanité surfer les conséquences du réchauffement climatique. Mais voilà. Bon, retour des stats morbides. Si vous connaissez principalement les tsunamis qui sont générés par des tremblements de terre, c'est normal. C'est ce qui se passe dans 80% des cas. C'est le petit camembert orange à gauche, ou jaune pardon. Et par contre, ceux qui sont créés par des glissements de terrain, donc moi ce que j'étudie, c'est ça couvre 17% des cas de tsunami recensés. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Par contre, en termes de létalité, donc les 2/3 des gens qui sont morts à cause de tsunamis, c'était des tsunamis qui étaient provoqués par des séismes. C'est toujours le camembert jaune. Et là où vous voyez du coup une petite barre noire, c'est tous les tsunamis qui ont été générés par des glissements de terrain d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est 25% des personnes. Donc voilà, il y a 1/4 des personnes dans le monde qui sont mortes sous les coups d'un tsunami généré par glissement de terrain. Donc c'est quand même, voilà, c'est un événement. Moi je ne savais pas que ça existait avant ma thèse. Je l'ai appris et voilà. Et maintenant je vous l'apprends. Alors pour vous citer quelques petits exemples assez célèbres, eh bien il y en a un qui traîne un peu sur Internet où on voit beaucoup de choses, notamment des bêtises. C'est celui de la baie de Lituya. Donc à Lituya, en Alaska, qu'est-ce qui s'est passé? En 1958, il y a eu un tremblement de terre. C'est pas lui qui a généré le tsunami, mais par contre, il a déstabilisé un pan. C'est tout ce que vous voyez, la petite zone blanche là, un pan d'un fjord. Alors à ce moment-là, c'est 30 millions de mètres cubes de roches qui se sont effondrés dans l'eau. Ça vous parle pas, moi non plus. 30 millions de mètres cubes, c'est 300 mètres, c'est un cube de 300 mètres par 300 mètres par 300 mètres. Donc vous prenez 3 stades de foot dans la longueur, dans la largeur, une tour Eiffel, et c'est ça de roche qui a fini dans la flotte. Bon, du coup, ça a généré une vague, un peu comme vous l'avez vu avec les glaciers. Et la vague, donc, il y avait des gens dans le fjord, il y en a quelques-uns qui ont survécu, notamment un père et son fils. Et bon, ils ne se sont pas donné la peine de mesurer la taille de la vague, donc on n'a que des estimations. Ça faisait à peu près 50 à 60 mètres. Et par contre, fait plus impressionnant, c'est le RENOP. Donc en fait, c'est l'altitude, le MWH que vous voyez, c'est l'altitude maximale de la vague. Et donc ça, c'est à quelle hauteur on a mouillé les côtes, quoi. Et ça, en fait, c'était 524 mètres. Et comment on sait? En fait, donc, la vague, elle s'est générée au niveau du glissement de terrain, et ensuite, elle est allée sur le flanc d'en face, avec la vitesse. Donc la vague, elle ne faisait pas 524 mètres, et c'est ça qu'on voit parfois sur Internet, une vague de tsunami d'un demi-kilomètre de haut. Non, c'est juste qu'elle est remontée sur le flanc en face, mais ça, on le sait parce que toute la végétation, elle a été défrichée. Donc voilà, si vous avez une maison à un demi-kilomètre d'altitude, vous n'êtes pas forcément à l'abri d'un tsunami. C'est le record du monde actuel enregistré. Donc voilà, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est le record du monde. Autre exemple, un peu plus récent, vous en souvenez peut-être, c'était l'éruption de l'Anak Krakatau.
Donc l'Anak Krakatau, c'est un volcan en Indonésie. De toute façon, dès qu'on parle de volcan, les 3/4 du temps, c'est en Indonésie ou dans la région. Donc en fait, il y a un volcan qui poussait de manière instable, et ça, il y a des géologues, notamment français, qui en 2012 ont dit, bon bah là, votre volcan, un jour, il va se casser la gueule, et ça va générer des vagues de tsunami. Ça n'a pas manqué. En 2018, en fait, donc il y a eu une éruption qui était tellement violente qu'il s'est déstabilisé, et il s'est effondré. Vous avez une photo de avant, pendant et après l'éruption. Il est passé de 300 mètres d'altitude à 150 mètres d'altitude, donc vous le coupez par deux. Et cette fois-ci, c'est 150 millions de mètres cubes qui se sont effondrés. C'est 500 mètres par 500 mètres par 500 mètres. Donc ceux qui travaillent sur le plateau, c'est en gros la distance entre le H-bar et le NS. Vous faites un cube de ça d'arête. Donc quand c'est long pour y aller, c'est ça de roche. Ça a fait du coup une vague d'une quinzaine de mètres de hauteur avec du coup localement. Donc c'est surtout sur les volcans qui étaient inhabités en face. Du coup un run-up, donc l'altitude maximale de 4 mètres. Allô ? C'est bon ? Oui. Ok. Non, pas du tout. Si. Voilà. Et donc ça a ravagé 300 km de côte. Ça a fait entre guillemets que 300 morts. Mais par contre, ça a fait des milliers de déplacés, des gens qui ont tout perdu, leur maison et compagnie. Donc c'est des événements qui sont assez funestes. Pour l'anecdote, Anak, en indonésien, ça veut dire fils de. Et donc il s'appelle Anak Krakatau, puisqu'en fait c'est le fils d'un autre volcan qui est rentré en éruption, Krakatau, en 1883, et qui est l'éruption volcanique la plus importante que l'humanité ait jamais enregistrée. Donc ce volcan il est rentré en éruption et il a plongé la planète dans un hiver mondial de plusieurs années. En tout cas, il y a eu des baisses de température. Il y a eu des baisses de température mondiale et l'explosion. Allô ? Oui, c'est bon. Donc l'explosion qui a été générée, c'était 2000 mégatonnes de TNT. Ça ne me parle pas non plus, j'ai dû faire les calculs et voir ce que ça représentait. C'est 13 000 fois la bombe d'Hiroshima et c'est 4 fois la Tsar Bomba, qui est la bombe nucléaire la plus puissante créée par l'homme. Donc voilà, la nature, elle met en jeu des phénomènes qui sont assez importants. Et cette détonation, en fait, elle a rendu sourd des personnes dans les dizaines de kilomètres à la ronde, et surtout, elle a été entendue jusqu'en Australie. Et donc, si vous connaissez le tableau Le Cri de Munch, en fait, ça recense cet événement. C'est une personne qui entend la détonation du volcan, qui est du coup le bruit le plus important que l'humanité ait jamais connu. Dans les événements cataclysmiques, un autre, c'est sur l'île de La Palma, aux Canaries. Il y a un volcan, donc Cumbié Vieira, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui menace de s'effondrer aussi. Et à ce moment-là, ça serait 20 à 80 km3 de roches qui pourraient s'effondrer. Donc ça, c'est en gros 2 à 3 km, un cube de 2 à 3 km d'arête, c'est-à-dire en gros la distance entre Orsayville et Gif. La gare d'Orsayville-Gif, vous faites un cube de ça, et c'est ça qui pourrait s'effondrer. Alors il y a eu des simulations qui ont été faites. Voilà, il y en a certaines discutables, mais en tout cas, voilà, ça serait un événement qu'on n'aurait jamais connu, et ça serait le nouveau record du monde. Et voilà, ça, sans aucun doute, ça serait terrible pour déjà les Canaries, et puis aussi pour les États-Unis qui se prendraient la vague en face, parce qu'elles voyageraient dans l'océan Atlantique. Bon, du coup, nous, notre travail de physicien, ça va être de comprendre ça pour essayer d'essayer d'affiner des modèles et éventuellement prédire les conséquences d'un effondrement. Alors, puisqu'on est physicien, on aime bien modéliser. Donc ça, c'est un volcan. Ça se voit pas. En fait, nous, notre volcan, donc c'est pas un cône. On va dire, ok, c'est un cylindre, et un cylindre composé de billes de verre de 5 mm. Donc on remplace le granit par des billes qui ont toutes la même taille, et voilà, on les empile. Donc c'est ça mes petits châteaux de sable. Et tout ça, c'est sur une petite marche qui juxtapose avec de l'eau, et voilà, on a une certaine hauteur d'eau. Nous, les 3 paramètres qu'on maîtrise dans notre manip, et après je vous montrerai des vidéos, c'est la hauteur de grain totale, donc prise par rapport au fond, grand H0 que vous voyez là, c'est le rayon de la colonne de grain, et c'est aussi la hauteur d'eau. Pour les 0 fans du théorème Pi dans la salle, mais je le fais quand même parce que je suis mécanicien des fluides, il y a 3 paramètres et une dimension, donc ça fait 2 nombres adimensionnés qui sont pertinents. Ok, là ça a bugué.
Bon, je vous la fais quand même. Donc les deux paramètres, c'est le rapport d'aspect, c'est le rapport entre la hauteur et le rayon de la colonne, c'est comme les télés. Et vous avez aussi le nombre de Froude. Le nombre de Froude, vous voyez, c'est racine de G grand H0 sur racine de G petit h0. Alors grand H0, en fait, le numérateur, là, c'est la vitesse que vous avez quand vous tombez d'une hauteur grand H0, à un facteur de près. Mais en gros, si vous faites, ça compare typiquement la vitesse de chute d'un grain. C'est ça que ça fait. Et racine de G petit h0, avec h0 la profondeur d'eau, ça je vous en ai déjà parlé, en fait c'est la vitesse d'un tsunami. Donc ce nombre de Froude qui peut paraître compliqué, vous avez, je pense, déjà entendu parler du nombre de Mach, ça fait exactement la même chose. Ça compare la vitesse d'un objet à la vitesse des ondes de compression dans un fluide, et donc les ondes de compression dans l'air, c'est la vitesse du son. Voilou, ouais. Et en fait, ces deux paramètres, si on a les mêmes dans notre manip que sur le terrain, à ce moment-là, les équations, elles se comporteront de la même manière. Et donc, en fait, on sera en similitude, c'est ce qu'on dit. On pourra du coup avoir à peu près la même chose sur nos manips que sur le terrain. Et donc, ça permet de faire des effondrements réels, mais à taille réduite en laboratoire. Alors ce nombre de Froude, c'est lui qui va dicter la dynamique, puisque en fait à grand Froude, ça veut dire beaucoup d'inertie. Vous allez avoir quelque chose de très instable. Donc c'est la petite vague que vous voyez, qui ressemble, nous on appelle ça un ressaut hydraulique. C'est ce petit choc là qui se fait, cette petite marche d'eau, et après elle va déferler. Alors je pense que vous l'avez vu, si ça veut bien. Bon. Hop. Allô la vidéo. Bon, pas de vidéo, privé de vidéo. Bref, du coup, croyez-moi, elle déferle ensuite. Et donc, ce ressaut hydraulique, en fait, vous le voyez au quotidien, si vous faites votre vaisselle un moment dans la journée. En fait, lorsque vous mettez votre eau au fond du lavabo, vous avez d'abord une zone un peu plate et après, ça ressaute, ça fait un remous. Et ça, c'est parce que la vitesse du fluide, la vitesse de l'eau, elle est plus rapide que la vitesse des ondes naturelles denses en épaisseur d'eau. Et du coup, ça va faire un choc, un peu comme le mur du son. En fait, vous allez trop vite, vous allez plus vite que les ondes. Et donc, ça doit choquer, ça doit redevenir stable. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce choc-là. Vous penserez à moi ce soir en faisant la vaisselle, s'il vous plaît. Bon, si on diminue le nombre de Froude, on diminue du coup l'inertie et puis les effets un petit peu non linéaires. Et donc, on observe une vague que moi, je trouve jolie. C'est une vague qu'on appelle solitaire. Alors, je suis désolé pour la vidéo. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez symétrique qui voyage de manière unique. Allô, oui. Qui voyage de manière unique et voilà. Si l'écoulement était canalisé, cette vague-là, c'est ce qu'on appelle un soliton, pour ceux qui connaissent. Et un soliton, c'est une vague qui peut se propager des kilomètres sans jamais s'atténuer. Mais là, c'est pas ce qu'on observe. Et enfin, si on diminue encore le nombre de Froude, nous, on observe... Ouais, du coup, là, c'est un peu la misère, vous n'avez pas vu. Bon, du coup, je vais décrire. En fait, on a donc ce que vous voyez en dessous, c'est une sorte de grande vague avec des petites vagues qui suivent. Et en fait, c'est ça qui va se générer. D'abord, vous allez créer une grande vague et ensuite plein de petites vagues qui vont suivre, mais c'est un trait d'onde qui se disperse très vite. Et voilà, c'est des vagues qui ne sont pas très importantes. Dans la nature, c'est plutôt ça qu'on va observer. Quand il y a un effondrement qui se forme, il ne faut pas voir ça comme une vague unique qui va venir et ravager les côtes. En fait, c'est vraiment un train d'ondes. Il y a toujours des répliques, entre guillemets, de la vague principale. Bon, et nous, au laboratoire, ce qu'on peut faire, c'est suivre. En fait, on fait beaucoup d'analyses d'images, on filme le tout et on analyse ensuite ça. Donc, on peut suivre la vague, son amplitude, son point max, c'est le petit point jaune que vous voyez se promener, et sa largeur. On peut suivre ça, par exemple, au cours du temps et ensuite voir, ok, à quel paramètre de colonne, de grain, on fait quelle vague. Et c'est ça, justement, qu'on essaie de faire. Bon, et pour vous mettre une courbe, quand même, en gros, l'amplitude relative de la vague, c'est ce qu'il y a à gauche, là, sur l'axe Y, elle est proportionnelle au nombre de Froude. En gros, plus vous allez vite, et plus votre vague, elle est haute. Voilà. Si vous voulez retenir un truc, ça peut être ça. Et sinon, un autre truc, donc, puisqu'on suit ce qui se passe, on peut suivre les volumes de grains.
Bon, la vidéo s'est à nouveau arrêtée, mais du coup, bon, nous, c'est en axis symétrique, donc il y a tout un petit calcul pour revenir au volume, puisque nous, on voit que la surface qui est projetée. Okay. Mais on peut suivre ces volumes au cours du temps. Donc en jaune, c'est les grains qui sont hors de l'eau, et donc ça décroît au cours du temps, normal, ils tombent dans l'eau. En bleu, c'est le volume d'eau déplacée, c'est le volume de la vague. Et en rouge, c'est le volume de grains immergés, et donc ça croît au cours de temps. Vous pouvez voir que la courbe bleue et la courbe rouge, elles se suivent. En fait, c'est parce qu'on met des grains dans l'eau, on déplace de l'eau. L'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part, et donc en fait, elle se déplace sous forme de vague. Et après, plus ou moins haute en fonction du nombre de fraudes et compagnie. Bon, et ces travaux, en fait, ils font suite aux travaux de 2 autres doctorants, à savoir Manon Robsol et Vladimir Sarlin, qui avaient étudié en fait ce qui se passait dans un canal. Donc en fait, ok, je me dépêche. En physique, on va modéliser les choses et ensuite on va ajouter de la complexité pour essayer de se rapprocher du plus possible de la réalité, mais il faut d'abord simplifier énormément. Rapidement, du coup, moi avant, ce que je faisais, c'était d'étudier, ok, avec l'eau c'est compliqué, donc on va enlever l'eau et on va juste regarder comment une colonne ça s'effondre. Et donc là, c'est ce qui s'apparente plutôt à un glissement de terrain. Et en gauche, vous avez l'effondrement de terrain lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène. Et donc une vidéo typique, ça ressemble à ça. Ça ne tourne qu'une fois, je suis désolé. Ça dure à peu près 1 seconde. Et donc ce qu'on voit, c'est que voilà, initialement, on avait une hauteur grand H0 et un rayon grand R0. Et à la fin, c'est pareil, on a du coup HF à l'axe de symétrie et RF, c'est l'étendue de votre effondrement. Ça, je vais passer. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est comparer nos manips avec des événements de terrain. Et du coup, nos manips, c'est les petits points noirs. En fait, ce qu'on a observé, c'est que le rayon final, il était gouverné aussi par l'énergie initiale. Si on connaît l'énergie initiale, on connaît le rayon final. Et donc, c'est avec une puissance qui était de 0,28. Le rayon final, il évolue comme l'énergie, comme la racine 1/4 de l'énergie initiale. Et donc, les petits points noirs, c'est nos manips. Et sur le terrain, on a pu comparer avec des événements de terrain. C'est tout le nuage de points que vous avez là. Alors, malgré la dispersion, parce que sur le terrain, y a de la topologie, c'est pas vraiment des billes de verre. En fait, la loi, la courbe, qui est décrite par nos points noirs, elle semble du coup être continuée pour le terrain. Et donc la physique sous-jacente, c'est la même. Entre l'effondrement d'une colonne dans un laboratoire et l'effondrement du mont Sainte-Hélène, par exemple, et la physique sous-jacente, c'est la même. Et c'est pour ça que voilà, ça a du sens de faire ce qu'on fait. Bon, et enfin une thèse. Donc là, je vous ai présenté de la recherche. C'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de conférences ou de rencontres avec des chercheurs. Donc ça prend du temps. Ça, c'est tous les petits points que j'ai pu visiter ou que je vais visiter dans les semaines qui viennent. Là. Ça prend du temps surtout parce qu'il y a de l'administratif pour tous les employés du CNRS dans cette salle. Je pense qu'Étamine, Goélette, Nautilus et tout, ça vous parle. Bref, ça prend un peu du temps. Et une thèse, c'est apprendre à être chercheur. Et un chercheur, ça enseigne aussi. Et donc, on a l'opportunité de faire des enseignements lors de sa thèse, de faire un tiers de service d'enseignants-chercheurs par an. Donc 64 heures, et voilà, donc je fais des TD, voilà. Et dernièrement, on reste étudiant, et donc un étudiant, ça apprend, et on doit suivre des formations, certaines qui sont obligatoires, et d'autres, voilà, on peut en faire sur des thèmes qui nous intéressent, et il y a tout un jeu de points, de barres d'XP à Doom à avoir, donc il faut faire un certain nombre de formations, et à la fin, on a sa thèse si on a la barre qui est complète, quoi. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Ouais, alors du coup, donc mon dispositif expérimental, c'est vraiment des billes qui tombent dans l'eau, si j'arrive à le retrouver. Il y a un autre thésard qui travaille avec moi, Alexandre Kane, et lui, en fait, ce qu'il étudie, c'est des effets de densité. Moi, je regarde pas du tout ça. Voilà. Lui, en gros, ces billes, c'est des polymères, donc il y a du polypropylène,
Donc c'est quelque chose qui est moins dense que l'eau, qui a à peu près la densité de la glace. La glace, c'est moins dense que l'eau. Et donc voilà, en fait, il regarde ces effets de densité. Et ça change énormément de choses. Parce que moi, mes grains, ils vont couler. Donc le dépôt, il se retrouve tout en bas. Lui, ses grains, ils vont flotter. Donc en fait, la physique, voilà, vous poussez pas l'eau sur le même endroit. Et donc ça change beaucoup de choses. On a des partenaires, donc je l'ai pas cité, mais on est dans un projet d'ANR. Et c'est une ANR qui est sur plein de labos. Et à Clermont-Ferrand, par exemple, eux, ils regardent des jets de grains, donc c'est pas les mêmes grains, et c'est pas exactement la même configuration, mais qui tombent dans l'eau. Et c'est pareil, ça fait des vagues de tsunami. Donc ouais, il y a plusieurs équipes, en France notamment, qui regardent... ok, qu'est-ce qui se passe si on change un petit truc? Et la recherche, c'est un peu ça. C'est une fois que tu as compris un truc, tu fais ok, et maintenant, on va changer ça. Et voilà. Ouais. Ouais. Alors moi, j'en fais pas parce que j'ai pas les compétences. Mais non, en fait, donc dans le projet ANR, justement, il y a des gens qui travaillent à l'Institut d'Alembert à Paris, et eux, ils sont bons en simu numérique. Et donc, ouais, on travaille avec des numériciens qui refont nos manips pour voir si déjà ils trouvent la même chose que la réalité, et ensuite ils font varier des paramètres qui nous, enfin, il y a des trucs qu'on peut pas faire varier parce que c'est compliqué, et puis ils ont surtout accès à des données, les contraintes à l'intérieur du matériel et compagnie. Donc ouais, c'est assez. On a besoin de plusieurs expertises. D'Alembert Paris, ils sont très bons en simulation numérique, et donc on travaille avec eux pour ça notamment. Et il y a aussi l'IMFT à Toulouse, l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse, ils font pas mal de simulation numérique. Et voilà, ils confrontent nos manips à leur simulation, et après derrière ils vont chercher d'autres choses. Ouais. Ouais. Alors en fait, le problème des simulations numériques, c'est que quelque part il y a une modélisation. En fait, donc tout ça derrière, c'est là ce milieu granulaire, ces petits grains, c'est à la fois un fluide et un solide. Donc déjà résoudre un fluide parfaitement, si vous arrivez à le faire, c'est 1 million d'euros que vous gagnez. Non, voilà. Donc dans les simulations numériques, on est obligé d'approximer des choses, voilà, de modéliser, d'utiliser des équations, et évaluer ces équations dans un maillage qui est discret. Et voilà, et d'utiliser des paramètres, voilà. Et nous, on fait rien de tout ça. Nous, c'est la nature qui dit, et elle fait quoi. Donc nous, on fait rien du tout. Eux, ils font des hypothèses, et après ils vont ajuster leur modèle, ajuster leurs paramètres pour que ça fasse la même chose que nous. Et ensuite, une fois qu'ils ont ça, ils ont les bons modèles, bah là ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et ça marche. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais nous, bah, on modélise rien. Enfin, on modélise la nature, on dit ok, le volcan c'est ça. Mais par contre, la physique qui est derrière, bah, enfin, c'est la vraie vie, quoi. Donc, c'est pas un ordinateur. Mais du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais redonner la parole au vice-président d'Elcor.